Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il fait un temps épouvantable à Londres, jusqu'ici rien de bien étonnant, et sur tout le sud de l'Angleterre, en ce jeudi 25 mai 1944, et le Premier ministre se presse en direction de Buckingham Palace. Vous connaissez la figure de Churchill, ce visage rond, ce front bien dégarni, cette espèce de bonhomie un peu lourde malgré la mine renfrognée qui laisse derrière elle une odeur de cigare froid. On dit d'ailleurs qu'il ne l'allume jamais, ce cigare. S'il vient à Buckingham Palace, c'est parce que nous sommes jeudi et que, comme tous les jeudis, n'est-ce pas, c'est une tradition, le Premier ministre s'entretient avec le roi. Le roi George VI. Et de quoi parle-t-on ? Essentiellement de la guerre, bien sûr. À voir les deux hauts personnages ensemble, on peut s'amuser à observer les différences. Vous voyez, qui est George VI, cet homme, bel homme, d'une très grande élégance, assez grand, mince, sans excès apparent. Et puis, en face, Churchill. De Gaulle disait que Churchill faisait d'autant plus peur lorsqu'il faisait son sourire enfantin ensorcelant, disait De Gaulle. La vie du Premier ministre est une vie pas très rangée. Il boit énormément de whisky. Il enfile flûte de champagne sur flûte de champagne au cours des très nombreuses réceptions auxquelles il continue d'assister en dépit de la guerre. On dit qu'en tout, il aurait fumé 150 000 cigares dans sa vie. Ça, je pense que c'est une légende. Bref, et on lui attribue cette phrase « Je ne pourrais pas vivre sans champagne. En cas de victoire, je le mérite. En cas de défaite, j'en ai besoin ». Je pense qu'on devrait tous en faire un peu notre devise de cette histoire. Avec modération, suis-je obligé d'ajouter. George VI et Winston Churchill sont donc deux personnalités qui détonnent. Seulement, ils ont fini par se comprendre et par s'apprécier hautement, ces deux hommes qui sont liés au destin de leur pays et au destin de l'Empire. Le roi est bien sûr au courant de ce qui se trame, de ce débarquement qu'on est en train de préparer et que recouvre l'appellation Overlord, opération Overlord, depuis des semaines, si ce n'est même des mois. Toutes les discussions ne parlent que de ça. Ce jour-là, Churchill a une proposition à faire au monarque. Le Premier ministre lui annonce qu'il a l'intention de se rendre au sein d'un navire le jour J. Il sera là, il sera sur le théâtre d'opération. Alors, le navire en question n'irait pas jusqu'à débarquer, il resterait au large pour bombarder les côtes normandes et les défenses de l'Atlantique. Et Churchill propose carrément à George VI de se joindre à lui. Et il explique au roi, qui est très intéressé, que la dernière fois qu'un souverain britannique a emmené ses troupes à la bataille, c'était le roi George II en juin 1743 à la bataille de Dettingen, et que ce jour-là, les régiments anglais étaient dirigés par un Churchill. Il s'appelait Marlborough, le Churchill en question, mais enfin, c'est vrai qu'incontestablement, c'était bien la famille. Bon, c'est un gros clin d'œil. Le Premier ministre propose au roi de venir avec lui participer à cette opération Overlord qui doit donc se dérouler là, dans les semaines qui viennent. La date exacte n'a pas encore été fixée. On attend notamment une embellie de la météo. Le roi accepte bien volontiers ce que Churchill a proposé et depuis le début du conflit, le roi George veut se montrer toujours au cœur des opérations, au plus près du danger. Vous savez qu'il a refusé de quitter Buckingham au moment du Blitz, alors que Londres était de partout bombardée. Sa présence sur mer serait la suite logique de ce symbole d'un roi toujours au cœur des périls, qui prend des décisions dans la défense de son peuple. Ça y est, c'est décidé. D'ailleurs, son épouse est d'accord. Sa mère aussi, très probablement, la reine Mary. Le Premier ministre et le roi anglais seront sur les lignes alliées le jour de l'opération Overlord. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a plusieurs personnes qui, pour tout vous dire, ne sont pas ravies de ce projet. Au premier rang, les deux personnages en charge de l'organisation, évidemment le général américain Eisenhower et l'amiral britannique Ramsay, qui sont littéralement terrifiés de se retrouver avec ces deux très hautes personnalités dans les pattes au plein milieu d'une expédition militaire, vous imaginez, même si évidemment ils n'osent pas le dire dans ces termes, la présence du roi et du Premier ministre, c'est une gêne pour eux, évidemment.
Alors ils vont essayer de convaincre les cabinets respectifs que la décision n'est pas peut-être la meilleure. Le jeudi 1er juin 1944, l'amiral Ramsay se rend auprès du roi George et du Premier ministre. Les deux hommes étaient en train d'échanger. Encore une fois, c'était un jeudi. Et l'amiral essaie de convaincre ces deux très hautes personnalités que finalement, on pourrait peut-être imaginer autre chose que de les envoyer comme ça en première ligne. Les Allemands pourraient réaliser ce jour-là une contre-attaque. Ils pourraient bombarder la flotte alliée, vous imaginez. Il ne s'agit pas seulement de la sécurité du roi et du chef du gouvernement, il s'agit aussi de l'avenir du royaume. Et l'amiral tente de les persuader de faire machine arrière. Sauf qu'en face, il a George VI et Winston. Le roi comprend évidemment les préoccupations de l'amiral, d'autant mieux qu'il est habitué à ce qu'on lui fasse ce genre de remarques. Et il finit par admettre qu'il ne se rendra pas en première ligne, qu'il restera donc à Londres. Reste le cas de Churchill, qui est là en train de mâchouiller le bout de son cigare avec un peu de nonchalance. Et Churchill ne répond pas et l'amiral comprend qu'il est face à un mur. Voici ce que nous dit Andrew Roberts dans sa biographie de Winston Churchill. Le roi lança que conformément à l'avis de Ramsay et des autres, il fallait qu'ils s'abstiennent tous deux d'y aller. Churchill répliqua qu'il ne pouvait pas préconiser au conseil restreint de laisser partir le roi, mais que lui, il irait bel et bien. Quand l'amiral expliqua à Churchill que le roi aurait du mal à trouver un nouveau Premier ministre au milieu d'un débarquement en France de grande ampleur, Churchill lui répondit « Oh, pour ça, tout est prévu ». Ramsay reprit en faisant valoir que, selon la Constitution, Churchill ne pouvait pas quitter le pays sans le consentement du roi, à quoi le Premier ministre rétorqua que, puisqu'il serait à bord d'un navire britannique, il n'aurait pas quitté le pays, il ne serait véritablement pas à l'étranger. Ramsay souligna enfin que le navire serait en dehors des eaux territoriales britanniques et que, par conséquent, il serait bien hors du pays. Bref, Churchill a son idée, il sera bel et bien en première ligne pour observer les résultats d'une politique qu'il a mise en place depuis des années maintenant. Toutefois, le soir du 1er juin, voici ce qu'il écrit. Voici ce que le roi, ce que le roi George écrit à Winston. « Je veux vous faire encore un appel à ne pas partir en mer le jour J. Considérez, je vous en prie, ma propre position. Je suis plus jeune que vous, je suis marin, et en qualité de roi, je suis le chef de toutes ces forces armées. Rien ne me plairait plus que de prendre la mer, mais j'ai accepté de rester à terre. Est-il donc juste que vous fassiez exactement ce que moi-même j'aurais aimé faire ? Vous avez dit hier que ce serait un beau spectacle que de voir le roi emmener ses troupes à la bataille comme jadis. Si le roi ne peut le faire, cela semble un peu curieux que le Premier ministre prenne sa place. Et puis, il y a votre propre position. Non seulement vous n'y verrez pas grand-chose, mais vous courez un risque considérable. Vous serez inaccessible à un moment crucial où il faudra peut-être prendre des décisions capitales. Et même si vous vous faites tout petit, votre simple présence à bord ajoutera forcément une lourde responsabilité supplémentaire à l'amiral et au commandant du navire. Churchill relit cette lettre et il ne répond pas dans un premier temps, et le roi lui envoie une deuxième missive. Et voici ce que finit par répondre Churchill. En qualité de Premier ministre et de ministre de la Défense, oui, il ne faudrait pas oublier qu'il cumule les deux mandats, bien sûr. Il serait bon que je sois autorisé à me rendre partout où j'estime que c'est utile à l'accomplissement de mes fonctions. Je me repose sur mon propre jugement, mis en avant dans nombre de questions importantes pour déterminer quelles sont les limites convenables des risques que quelqu'un dans ma position a le droit de courir. Je ne peux que demander instamment à votre Majesté qu'on n'édicte pas des principes qui entravent ma liberté de mouvement lorsque je juge nécessaire d'aller me rendre compte des conditions qui règnent sur les différents théâtres d'opération. Et puisque votre Majesté me fait l'honneur de tellement se préoccuper de ma sécurité personnelle à cette occasion, je ne peux que déférer aux souhaits, aux ordres de votre Majesté. Ah, il est furieux, Winston. Il n'a plus qu'à ouvrir une bonne bouteille de scotch et à s'en servir une bien grande rasade. Vous écoutez Radio Classique.
Churchill, en vérité, n'a pas toujours été très favorable à cette grande manœuvre militaire. Il y avait dans la stratégie des Alliés une différence de point de vue entre Américains et Anglais sur ce sujet, comme sur tant d'autres, me direz-vous. Les Anglais concevaient la politique avant tout comme la défense de leur empire. Et c'est pas Churchill qui aurait pensé quoi que ce soit d'autre. Alors que les Américains ne voulaient pas combattre évidemment pour l'empire anglais, eux voulaient avant tout combattre en Europe parce qu'ils étaient persuadés que la chute du nazisme non seulement passerait par un combat sur le théâtre d'opération de l'Europe, évidemment, mais ils pensaient que la victoire en Europe allait entraîner ce qui les obsédait par ailleurs, c'est-à-dire la chute de l'Empire japonais. Churchill, c'est ça une guerre mondiale, c'est l'implication, l'intrication de combats qui n'ont quasiment rien à voir les uns avec les autres. Et Churchill pense à la défense de l'Empire, il a l'intention de se concentrer sur la guerre en Afrique du Nord contre l'Afrika Korps. Et quand les Américains sont entrés dans le jeu de la guerre en décembre 1941, Churchill était content de ne plus être tout à fait seul, c'est vrai, contre les Allemands, mais d'un autre côté, il s'est douté que les alliés américains n'auraient pas les mêmes priorités que lui. Et dès 1942, les Américains ont proposé un certain nombre de projets de débarquement pour des raids de quelques jours à quelques semaines, et Churchill s'y est dans un premier temps opposé. Seulement les Américains et les Soviétiques ont pressé les Anglais d'ouvrir un front à l'ouest de l'Europe. Alors, Churchill a fait ce qu'il a pu pour retarder un peu, et puis il a mis fin à ce qui s'est appelé l'opération Sledgehammer, qui devait avoir lieu à la fin de l'année 1942 et qui consistait à prendre militairement tous les ports normands et bretons dans l'optique de préparer un débarquement au début de 1943. Churchill ne voulait pas mettre en œuvre cette opération. Il disait que c'était prématuré, que l'ensemble du dispositif allié n'avait pas été préparé à ça. Il fallait, selon lui, produire plus d'armes, former des régiments, monter des bataillons entiers consacrés à la libération de l'Europe. Et tout ça, en 1942, c'était prématuré. Sauf qu'à partir de ce moment-là, les États-Unis vont transformer complètement leur économie en économie de guerre. Vous allez me dire, depuis 1939, ils avaient déjà commencé. Et on s'est mis à produire des navires, des chars, des voitures en armes dans des quantités absolument vertigineuses. Et c'est ce qu'avait prédit le général de Gaulle dans son appel du 18 juin, rappelez-vous. Roosevelt voulait que le débarquement ait lieu dès 1943. Churchill était moins sûr de ça. Lui estimait que les Américains ne disposaient pas des unités suffisantes et qu'en l'état, les Anglais porteraient tous les efforts et que c'est encore sur eux que les choses allaient tomber. Et en 1943, la situation est favorable en Méditerranée. D'abord parce qu'il y a eu l'opération Torche en novembre 1942 et que l'Afrique du Nord est débarrassée du nazisme et que maintenant c'est en Sicile que l'on se bat. Et Churchill désormais accepte évidemment l'idée d'un débarquement en Europe, seulement selon lui, il faut faire tout ça dans une grande coordination. Voici ce qu'écrivent Richard Dannat et Alan Packwood dans le D-Day de Churchill. Ça vient de paraître chez Talandier et c'est justement toute la vision du débarquement depuis le bureau de Churchill au 10 Downing Street. Je cite. « Au début de l'année 1943, l'invasion de la France fut reportée par Churchill mais pas annulée. Des principes furent établis pour son commandement et sa planification. Pour Churchill, il s'agissait de saisir l'opportunité la plus immédiate. Il y avait un avantage évident à débarquer en Sicile, à s'assurer la maîtrise de la Méditerranée. La France restait une hypothèse beaucoup plus risquée et il préférait différer, voir l'ennemi s'affaiblir, rassembler ses propres forces et se tenir prêt à franchir la Manche si et quand la situation changerait. En avril 1943, on nomme un chef d'état-major du commandant suprême des forces alliées en la personne du major Morgan et sa mission se nommait alors Roundup. C'est à partir de ce moment, alors que l'équipe de Morgan se mettait au travail en mai 1943, que l'opération Roundup fut rebaptisée Overlord. Mais son développement serait encore long. Elle s'inscrivait, cette opération, dans le cadre d'une guerre mondiale imposant à Churchill et Roosevelt de gérer non sans mal des ressources limitées, d'équilibrer des exigences contradictoires qui leur étaient adressées et de réagir à des événements en constante évolution. Les retards et la lenteur des progrès étaient en partie dus à la priorité accordée à la guerre en Afrique du Nord et en Méditerranée, nous disent Dannat et Packwood, en raison d'un certain nombre de conditions préalables qui devaient être remplies avant que la libération de la France par les Alliés ne pût être sérieusement envisagée. Donc,
À partir de mai 43, l'opération Overlord est totalement aboutie, les choses sont en grande préparation, mais on va encore se donner 1 an pour commencer, pour se lancer dans la libération de l'Europe de l'Ouest. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tout est prêt à la fin de mai 44. C'est quand même 1 500 000 soldats qui sont là un peu partout sur les côtes et dans la campagne britannique et qui sont prêts, qui n'attendent que ça de s'élancer outre-Manche. Évidemment qu'à Berlin, Hitler et son conseil savent que l'assaut est imminent. Le Troisième Reich vacille là. Les espions dont les Allemands disposent dans le camp adverse et le survol du territoire britannique ne laissent aucune place au mystère. Et Churchill va avoir l'intelligence de nommer les bonnes personnes à la tête du commandement, personnes dont le rôle là pour le moment est de faire diversion, parce que le but, vous le savez, on l'a beaucoup raconté, c'est de faire croire que l'on va débarquer en Norvège ou aux Pays-Bas. Il faut faire croire à la présence d'une grande armée alliée en Écosse. Alors on va fabriquer des faux chars en bois, on va gonfler des fausses batteries à l'hélium, tout ça vu du ciel a l'air d'être vrai, bien entendu. On va créer tout un état-major fictif au château d'Édimbourg, on va envoyer des messages radio en espérant que les messages en question soient interceptés par les Allemands. Évidemment que c'est le cas, bien sûr. Et le gouvernement obtient le soutien de la presse qui communique toutes sortes d'informations comme si c'était des fuites, etc. Des résultats de matchs de football entre différentes unités, ou encore l'annonce de faux mariages de membres supposés. Mais ils ne risquent pas de se marier, les gens en question, puisque ce sont des fantômes. Toutes ces manœuvres ont pour but de semer le trouble chez les Allemands. Ça marchera, puisque aucun des hauts responsables allemands ne va croire dans un débarquement sur les côtes normandes. On pense que tout ça aura lieu beaucoup plus au nord. Hitler est convaincu que le débarquement aura lieu en Norvège, ne serait-ce que parce que lui, c'est là-bas qu'il ferait le débarquement. C'est le problème, ça, d'Hitler, c'est qu'il croit toujours que tout le monde fait exactement ce que lui pense. Les intoxications vont tellement bien fonctionner que pendant des semaines, l'état-major allemand dira du débarquement de Normandie qu'il n'est qu'une diversion. C'est une espèce de hors-d'œuvre en attendant le véritable débarquement qui aura lieu plus au nord. Et tout ça, ça a été mené par des commandements qui ont été motivés par Winston Churchill. Il faut quand même évoquer les désaccords qui ont pu exister entre les différents états-majors et entre les dirigeants des différentes nations. Je cite de nouveau Dannatt et Packwood. Alors que les soldats se concentraient à juste titre sur la défaite militaire de l'ennemi, les politiques réfléchissent déjà aux conséquences politiques. Pour Churchill, il s'agissait de poser les fondements d'une Europe stable, ce qui pour lui signifiait non communiste, tout en protégeant les intérêts impériaux britanniques en Méditerranée. Pour Staline, le but c'était d'instaurer des zones tampons d'États satellites en Europe de l'Est et dans les Balkans, entre l'Union soviétique et les autres puissances. Tandis que pour Roosevelt, l'enjeu était de créer l'Organisation des Nations Unies et d'établir un ordre mondial fondé sur les valeurs de la Charte de l'Atlantique. On doit pouvoir même ajouter à ce que disent nos deux auteurs, un ordre mondial un peu à l'esprit et au service des Américains. Bref, le débarquement de Normandie, c'est déjà le début de la recomposition d'un ordre mondial complètement secoué par cette Seconde Guerre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous savez que le débarquement était prévu, on nous le répète dans tous les médias depuis ce matin, c'était prévu pour la matinée du lundi 5 juin 44. La météo était épouvantable et donc on a décalé au 6 juin. Une bonne nouvelle arrive le jour même, c'est que Rome vient d'être libérée. C'est très important. Ça, c'est un détail qu'on oublie assez régulièrement et que souligne Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission. Mais la tension, quand même, reste terrible. Le 5 juin, Churchill boit peut-être un peu plus que l'accoutumée. Un témoin note après le déjeuner. Bon déjeuner, avec comme toujours pas mal de vin. Le PM, c'est-à-dire le Premier ministre, surexcité à propos d'Overlord, à vrai dire presque dans un état d'hystérie. Conversation très animée. C'est véritablement un optimiste incorrigible. Oh, qu'en termes britanniques, ces choses-là sont dites. Oui, Churchill est optimiste, mais il est anxieux. Il sait ce que c'est que
d'être face au feu ennemi. C'est un homme qui a connu la Grande Guerre et qui a laissé beaucoup de plumes, vous savez. Il comprend qu'envoyer des hommes en première ligne, c'est porter la responsabilité de la mort de tous ces gens et c'est porter des responsabilités même encore plus grandes. Et avant de se coucher pour seulement quelques heures, il dit à sa femme: vous rendez-vous compte que lorsque vous vous réveillerez demain matin, 20 000 hommes auront peut-être perdu la vie? Si l'on restait après tout sur cette phrase de Churchill à son épouse, sur cette sorte de confidence sur l'oreiller. Vous écoutez Radio Classique.